Depuis plusieurs jours, des milliers de migrants marocains affluent vers l'enclave espagnole située sur le continent africain. Au total, 49 000 personnes auraient pénétré illégalement à Ceuta en l'espace de seulement 24 heures, annoncent les autorités espagnoles. Marius Druart, le Premier ministre d'Espagne, s'est rendu sur place. Ceuta est devenue une véritable passoire. Les cris des migrants à leur arrivée dans l'enclave de Ceuta. Ils ont été près de 40 000 à traverser illégalement cette frontière au cours des derniers jours, selon des sources policières. Sur place, les Espagnols ont été nombreux à s'indigner face à cette crise. Je ne comprends pas pourquoi ils viennent en Espagne. On leur fait croire qu'il y a un avenir, qu'il y a du travail. Et quand ils arrivent, ils se retrouvent confrontés à la réalité. Ils n'ont rien et les gens les traitent comme s'ils n'étaient personne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se rend aujourd'hui à Ceuta pour rencontrer les forces armées et les responsables régionaux. Il s'agit de la plus importante arrivée de migrants sur le sol espagnol depuis 2021. Dans la grande interview Europe 1 CNews ce matin, la ministre Aurore Bergé a appelé l'Espagne à revoir sa politique. On sait qu'il y a eu des volontés d'arrivée massive sur le territoire. L'Espagne, c'est l'une des portes d'entrée majeures évidemment sur le continent européen et donc on ne peut pas accepter un risque de passoire en fait au sein du continent européen et via l'Espagne bien sûr. Laurent Nunez a annoncé ce matin renforcer sans attendre les contrôles à la frontière franco-espagnole avant de s'entretenir de nouveau avec Pedro Sánchez dans la journée. Marius Druart, 18 migrants sont morts en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta. Et Emmanuel Macron, je vous le disais en titre, Emmanuel Macron a demandé de prendre toutes les dispositions pour renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne. Après 9 jours de lutte acharnée contre les flammes, les pompiers affichent pour la première fois leur optimisme. Le brasier géant qui a détruit 42 000 hectares de végétation en Gironde est contenu dans son périmètre. Malgré quelques secteurs actifs persistants, le feu ne progresse plus. Les conditions météo sont favorables avec des températures en baisse. Les travaux de consolidation des pare-feux et la sécurisation des 240 km de lisière se poursuivent. Depuis le début de l'incendie, les bombardiers sont fortement sollicités, mais la flotte française est vétuste et insuffisante. Cependant, il existe des solutions alternatives. Charles Bouchin, 3 entreprises françaises portent des projets pour remplacer les Canadair. Oui, d'abord l'entreprise Inaero qui travaille sur le projet le plus ambitieux, à savoir développer à partir de zéro un bombardier d'eau amphibie pouvant emporter 10 000 litres d'eau, ce qui équivaut à la capacité de 2 Canadair. L'intelligence artificielle sera au cœur de cet appareil, notamment pour cartographier les incendies et optimiser les largages en fonction du vent. Un projet colossal porté par David Pincé, ancien pilote de l'armée de l'air. Il était l'invité d'Europe 1 matin. Nous, aujourd'hui, notre positionnement, c'est pour le même prix qu'un Canadair, vous aurez un avion moderne, un avion beaucoup plus efficace, un avion plus sûr et surtout une capacité de souveraineté. Les 2 autres projets, Kepler et Positive Aviation, proposent eux d'adapter un avion commercial déjà fabriqué, l'ATR-72 dont il existe 800 exemplaires dans le monde. Le premier souhaite y ajouter un kit de largage, le second quasiment la même chose mais en incluant 2 flotteurs pour écoper directement sur l'eau. 2 solutions bien moins coûteuses que la fabrication d'un Canadair neuf. Autre avantage, les pièces de l'ATR-72 sont disponibles partout dans le monde. Merci Charles Bouchin. Après l'enfer des évacuations, c'est le soulagement pour des milliers d'habitants en Gironde. 144 000 personnes de 9 communes ont été autorisées à rentrer chez elles. À Cestas, l'une des villes libérées, la vie reprend son cours. Reportage Europe 1 signé Charles Lullier. Dans cette commune de 16 000 habitants, restée ville fantôme pendant 4 jours, les voitures recommencent à circuler et les commerces comme le bar tabac de Marie ont enfin pu rouvrir et accueillir les clients. Une libération pour cette gérante. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours de fermeture. C'est pour ça que l'annonce à 10h du matin, comme quoi on pouvait revenir, un quart d'heure après, j'ai ouvert. Vous voyez, mon collègue est en train de faire le ménage, on essaie de tout remettre au propre. C'est beaucoup de travail. Du travail pour les professionnels et une délivrance pour les habitants comme Marie-Vonne, 80 ans. Elle peut retrouver sa maison. Je rentre chez moi, ça fait du bien, oui, c'est sûr. Non, moi je suis heureuse. Je vais ouvrir les volets, je vais reprendre mes habitudes. Je profite de mon jardin, mais on n'est pas tranquille. Ma fille m'a dit ne défais pas ton sac. Mais oui, par précaution, je lui dis on ne sait jamais si de nouveau il faut, au moins elle a le sac de fée. Car même si les feux d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux du début de semaine, ici, nous ne sommes qu'au milieu de l'été. Chacun restera donc sur ses gardes. Cestas, Charles Lullier, Europe. Et face au méga-feu, il y a
urgence. La France va-t-elle enfin réformer sa sécurité civile ? Le gouvernement accélère et prévoit un projet de loi qui sera présenté au Parlement à l'automne. Pour le préparer, 3 réunions interministérielles sont prévues. La première a eu lieu ce matin, Alexis de la Fontaine. Oui, ce projet de loi traîne depuis septembre 2025. Lancé par Gérald Darmanin avec le Beauvau de la sécurité civile, il n'avait depuis jamais vraiment avancé. Mais l'urgence des incendies change la donne. On avance, affirme l'entourage du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Sébastien Lecornu prévoit donc 3 réunions interministérielles début août. Au menu du texte, le statut des sapeurs-pompiers et des volontaires, qui représentent tout de même 80% des effectifs, mais aussi l'organisation des secours d'urgence départementaux et le périmètre même des missions de la sécurité civile. Des mesures jugées concrètes et qui font consensus selon l'entourage de Bruno Retailleau, à l'origine des conclusions du Beauvau. Reste que l'exécutif tempère. Matignon juge le texte intéressant, mais qui mérite d'être complété. Autre difficulté, selon une source gouvernementale, personne chez les parlementaires ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Le calendrier, lui, se précise. L'examen au Sénat pourrait intervenir dès l'automne, mais la députée socialiste Sophie Pantel prévient, il faut adopter ce texte avant la présidentielle, au risque de le voir enterré jusqu'à l'été prochain. 13h, 14h, Europe 1 Info avec Cyril de la Morinerie. Dans le Vaucluse, 4 jours après la découverte macabre de 5 corps de nourrissons dans l'appartement d'un couple à Orange. La mère a été déférée en vue de sa mise en examen pour meurtre. Son mari avait retrouvé dans un carton des ossements de bébé. L'homme avait prévenu le centre hospitalier d'Orange et dans la foulée, l'hôpital avait alerté la justice. À Nanterre, un rabbin victime d'une agression antisémite. Le religieux a été insulté à plusieurs reprises de sale juif dans un supermarché par une cliente. Les faits se sont déroulés dimanche dernier. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour injure en raison de l'origine, de l'ethnie, de la race ou de la religion. Et puis cette information Europe 1, un individu armé d'un couteau de cuisine s'est introduit dans l'enceinte du ministère de la Santé dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a été interpellé sans difficulté. À Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, un homme a été blessé par balle. Un individu a tiré à 2 reprises avant de prendre la fuite. La victime a été grièvement blessée dans le bas du dos. Son pronostic vital a été en temps engagé, mais ses jours ne sont plus en danger. Et puis à Saint-Fons, dans une commune de l'agglomération lyonnaise, un homme de nationalité polonaise portant une arme longue à la main a été interpellé. La police a retrouvé dans son véhicule un fusil d'assaut, un couteau et une hache. Et Donald Trump annonce un accord sur le désarmement complet du Hamas. Le président américain réagit en ces termes sur son réseau Trust Social. Il s'agit d'une étape monumentale vers une paix et une sécurité durable. C'est la 2e phase du cessez-le-feu conclu en octobre 2024 entre Israël et le mouvement islamiste. Ce plan prévoit également le retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza. Frédéric Simon, vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Le Hamas accepte d'être désarmé, mais est-ce que cette annonce sera suivie des faits ? Donald Trump en est en tout cas persuadé puisqu'il assure qu'Israël aura enfin la sécurité qu'il mérite. Mais les dirigeants israéliens, si l'on en croit les médias locaux, car il n'y a pas encore eu de réaction officielle, seraient bien plus sceptiques. Un scepticisme alimenté par les dernières déclarations des cadres du Hamas. L'un d'entre eux a affirmé que son organisation n'avait pas accepté de déposer les armes, mais uniquement de les entreposer sous le contrôle du Comité national de gestion de la bande de Gaza, ce gouvernement technocratique censé gérer le territoire une fois l'accord mis en œuvre. Le processus devrait durer de 6 à 8 mois, période au cours de laquelle l'armée israélienne, présente actuellement sur environ 60% du territoire, opérera un retrait graduel et mettra un terme à ses frappes contre les objectifs du Hamas, à la condition toutefois que l'organisation islamiste respecte son engagement de renoncer à son arsenal. À terme, le monopole de la force armée dans le territoire sera détenu par une force internationale d'interposition, puis par une police palestinienne composée de fonctionnaires sans relation avec le Hamas. Merci Frédéric Simon pour ces explications. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Un premier cas de chikungunya a été détecté en France. Ah oui, une personne a été contaminée cette semaine en France par un moustique tigre. Cette personne n'avait pas voyagé, elle a donc été infectée sur le territoire français. En cette période de vacances, vous êtes nombreux à profiter des soirées d'été. Alors comment éviter les piqûres ? Les conseils de la spécialiste santé d'Europe 1, Yasmina Katou. Pour éloigner les moustiques tigres, pensez d'abord au ventilateur, même lorsque vous êtes à l'extérieur pour le déjeuner ou le dîner. Sur la terrasse, dans un jardin ou sur un balcon, c'est une solution simple. Le moustique n'arrive pas à voler face au courant d'air puissant. Placez le ventilateur au niveau des jambes, car le moustique tigre vole bas. Cela permettra d'éviter les piqûres. À l'intérieur, les moustiquaires restent une valeur sûre, aux fenêtres, mais aussi au-dessus du lit.
En revanche, inutile de miser sur les bracelets aux huiles essentielles, la citronnelle ou les appareils à ultrasons. Leur efficacité n'est pas démontrée. Et puis, si vous êtes dans une zone très exposée, vous pouvez utiliser un répulsif qui contient l'une de ces 4 molécules. Écoutez bien, le DEET, l'icaridine, l'IR3535 ou le citriodiol. Enfin, les diffuseurs et les serpentins peuvent être efficaces pour éloigner les moustiques, mais ils diffusent des insecticides toxiques pour le moustique, certes, mais aussi pour l'homme. Yasmina Katou. Et puis le monde du football pleure l'une de ses légendes. L'Italien Franco Baresi est mort à l'âge de 66 ans. Il était le capitaine emblématique de l'AC Milan pendant 2 décennies.